Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Voici les trois principaux titres de l'actualité de ce jeudi. Abidjan exige la libération des 46 militaires détenus au Mali depuis 2 mois. Pour la Côte d'Ivoire, il s'agit ni plus ni moins d'une prise d'otage. Les détails en tout début de journal. Nous irons aussi en Centrafrique où le président Faustin Archange Touadéra a installé le comité de rédaction d'une nouvelle constitution. Certaines dispositions de l'actuelle constitution étaient jugées inadaptées par une grande partie de la population. Et puis enfin, tout le monde redoute l'arrivée de la crise énergétique. Les Français tremblent, mais le gouvernement rassure avec des mesures de blocage des prix et des subventions pour les ménages les plus modestes de l'Hexagone. Je vous le disais dans les titres, Abidjan exige la libération des militaires détenus au Mali et en appelle à la CEDEAO. La Côte d'Ivoire a vivement exprimé son indignation quant aux 46 militaires qui sont toujours détenus au Mali depuis 2 mois. Dans une déclaration lue mercredi après-midi devant les médias, les autorités ivoiriennes dénoncent officiellement ce qu'elles estiment être une prise d'otage. En effet, les autorités maliennes exigent l'extradition de responsables politiques maliens établis en Côte d'Ivoire en contrepartie de la libération des militaires ivoiriens. Une requête très mal perçue par les autorités d'Abidjan qui ont tenu un conseil national de sécurité mercredi matin. Plus d'explications avec Mathieu Nicolas. Chantage inacceptable, voilà comment Abidjan qualifie les exigences du Mali. Dans une déclaration lue mercredi devant les médias, les autorités ivoiriennes ont exprimé leur indignation face aux demandes de la junte malienne d'extrader des personnalités maliennes vivant à Abidjan en échange des 46 soldats ivoiriens retenus au Mali. Abidjan dénonce une prise d'otage et exige la libération sans condition de ces soldats. Cette demande confirme, une fois de plus, le fait que nos soldats ne sont en aucun cas des mercenaires, mais plutôt des otages. Le Conseil national de sécurité considère ce chantage comme inacceptable et exige la libération sans délai de nos 46 soldats. Dans cette déclaration, les autorités réitèrent leur version des faits. Les 49 militaires envoyés au Mali ne sont pas des mercenaires, ils appartiennent bel et bien au 8e détachement de la MINUSMA. Abidjan regrette des incompréhensions et des manquements qui ont conduit à leur arrestation. Le chef de l'État indique à nouveau que la Côte d'Ivoire, pays attaché à la paix, à la stabilité et au respect de l'état de droit dans la sous-région, ne peut s'inscrire dans une logique de déstabilisation d'un pays tiers. En outre, il rappelle ces instructions selon lesquelles les opposants politiques étrangers vivant en Côte d'Ivoire sont tenus d'observer en toutes circonstances un devoir de réserve absolue concernant les affaires intérieures de leur pays d'origine. Plusieurs chefs d'État comme le Togolais Faure Gnassingbé ou le Sénégalais Macky Sall se sont jusque-là impliqués sans succès dans cette affaire qui empoisonne les relations entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Les autorités ivoiriennes qui disent privilégier la voie diplomatique pour résoudre cette crise demandent la tenue d'une réunion extraordinaire de la CEDEAO dans les meilleurs délais. Le président angolais João Lourenço est investi pour un second mandat après la victoire serrée de son parti aux législatives d'août, dont l'opposition a contesté les résultats. L'Angola a tenu le 24 août dernier le scrutin le plus disputé de son histoire. Dans ce pays, il n'y a pas d'élection présidentielle et la tête de liste du parti vainqueur aux législatives devient automatiquement chef de l'État. Une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement sont donc attendus à l'investiture, dont le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa. Quelques 15 000 Angolais ont été strictement sélectionnés pour y assister sur invitation. La cérémonie doit avoir lieu demain. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a installé mercredi après-midi le comité de rédaction d'une nouvelle constitution pour le pays. Ce comité de rédaction de la nouvelle constitution est composé d'une cinquantaine de personnalités devant refléter la société centrafricaine. Elles ont 3 mois pour proposer
un nouveau texte fondamental. Les principales formations d'opposition ont pour la plupart renoncé à participer à ce comité. Aymeric Towignon. Nous nous sommes rendus compte que la constitution du 30 mars 2016 n'est plus d'actualité. Il y a assez d'insuffisances, il y a des manquements, qu'il faut l'améliorer. Donc il y a certaines dispositions de la constitution qui ne cadrent plus au contexte actuel. Cet appel à la modification de la constitution centrafricaine, lancé pendant plusieurs mois par une partie de la population du pays, a finalement trouvé écho favorable auprès des autorités de la RCA. Fidèle à mon engagement républicain, je ne saurais rester insensible à la demande pressante de mon peuple de se doter d'une nouvelle loi fondamentale. La Constitution du 30 mars 2016, vous le savez, ne confère ni au président de la République, ni à une autre institution le pouvoir de se dresser devant la souveraineté populaire, de limiter ou d'empêcher l'exercice de cette souveraineté. Après la désignation le 26 août dernier des membres du comité de rédaction de la nouvelle constitution, mercredi devant les députés, le gouvernement et les représentants d'institutions, le chef de l'État Faustin Archange Touadéra en personne a procédé à l'installation officielle de ce comité. Cette entité composée d'une 50aine de membres issus de tous les courants d'opinion dans le pays devra élaborer au bout de 3 mois un nouveau texte fondamental. Je me réjouis du caractère inclusif du comité de rédaction de la nouvelle constitution de notre pays. Vous êtes appelés à proposer au peuple centrafricain un nouveau fondement de l'État, une norme suprême, une source de légitimité, une nouvelle organisation des pouvoirs publics reflétant nos us, coutumes, l'évolution de notre société et du monde. Après sa rédaction, la nouvelle constitution pourra être adoptée soit directement par le Parlement, soit par un référendum. Les principales formations d'opposition préalablement désignées par le président Touadéra pour siéger au sein du comité de rédaction ont renoncé à participer aux travaux, de même que l'Église catholique. Mais de plus en plus de voix s'élèvent dans le pays pour demander cette révision constitutionnelle. Au Burkina Faso, 8 soldats ont été tués et une dizaine d'autres ont été blessés mardi dans le nord du pays lors d'une nouvelle attaque contre une unité militaire en patrouille. 41 terroristes ont aussi été neutralisés mardi. De l'armement, des munitions et des moyens roulants ont également été saisis. Notez que depuis 2015, le Burkina Faso est la cible d'attaques terroristes ayant fait de nombreuses victimes et des milliers de déplacés internes. Au Congo, c'était le lancement officiel ce 13 septembre à Brazzaville des Assises des États généraux de l'éducation nationale. Ces assises doivent permettre notamment aux autorités de faire un état des lieux sur les nombreuses difficultés que rencontre le secteur de l'éducation alors que la rentrée scolaire aura lieu dans le pays le 3 octobre prochain. État des lieux de la situation avec notre correspondant sur place, Louis-Marcel Satou. Pour un système éducatif plus performant au Congo, il sera organisé en décembre prochain les Assises des États généraux de l'éducation nationale. Prélude à ces grandes retrouvailles, il a été lancé officiellement ce 13 septembre 2022 à Brazzaville les travaux de ces assises par le Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Koliné-Makosso, en présence des représentants du système des Nations Unies au Congo. Elo Manson Mampuya, haut commissaire chargé à l'organisation des États généraux, entend mettre tout en œuvre pour que la jeunesse actuelle trouve son compte. Les États généraux ont pour objectif de construire un pacte social à la fois participatif et inclusif sur l'école pour les 5 ou 10 prochaines années. Le contexte mondial impose une transformation de l'éducation au regard des enjeux planétaires. Mais nous devons savoir où nous voulons aller et ce que nous voulons devenir. Le Premier ministre, chef du gouvernement, veut à tout prix relever le défi dans son travail acharné. Cette importante initiative d'envergure nationale, arrimée aux standards internationaux et axée sur une démarche inclusive et participative, se donne le grand défi de doter à terme notre pays d'un nouveau génome humain disposant des capacités et des compétences créatives et transformationnelles aux échelons internationaux en vue de garantir l'émergence de notre pays
porté par une économie forte, diversifiée et résiliente face aux crises et une croissance endogène et inclusive engendrée par la transformation de nos ressources naturelles et de nos matières premières. Il tient à souligner que les conclusions des assises des États généraux sur l'éducation nationale seront mises sur la table du gouvernement congolais. Au Kenya, l'essence est au plus haut après l'abandon de la subvention de l'État. En effet, les prix des carburants ont bondi à des niveaux records avec l'annonce jeudi dernier d'une baisse drastique des subventions de l'État qui risque de peser encore un peu plus sur le quotidien des couches les plus défavorisées. Jugeant inefficace et trop coûteuse la politique de prix subventionnés mise en place par son prédécesseur pour les carburants et certaines denrées alimentaires, le nouveau président kényan, William Ruto, s'est engagé à abandonner ces mesures lors de sa prise de fonction mardi dernier. L'Angola devient le premier producteur africain de pétrole. Le Nigeria a en effet perdu sa place de leader. La production quotidienne moyenne de pétrole brut du Nigeria est passée de 1,84 million de barils en moyenne en juillet à 972 000 barils en août, ce qui représente une baisse de 112 000 barils par jour sur un mois. Alors à ce niveau, la production du pays le plus peuplé d'Afrique passe en dessous de celle de l'Angola, avec sa production quotidienne moyenne de 1,17 million de barils. Et tout de suite, place au reste de l'actualité internationale commentée aujourd'hui par Valentine Exantus. Nous irons en Côte d'Ivoire où le port de San Pedro s'agrandit avec un deuxième terminal. Et puis en Ukraine, Vladimir Poutine va rencontrer Xi Jinping en Ouzbékistan. Enfin, la Chine est frappée par le typhon Muifa. C'est parti. En Côte d'Ivoire, le deuxième terminal du port San Pedro a été inauguré mercredi. Ce nouveau terminal industriel polyvalent représente pour la Côte d'Ivoire une opportunité croissante. Avec sa superficie de plus de 13 hectares, le port de San Pedro va désormais pouvoir stocker plus de 160 000 tonnes de minerais, de produits cimentiers et agricoles. Il desservira les secteurs miniers et agricoles de la Côte d'Ivoire, mais aussi de la Guinée, du Mali et du Burkina Faso voisins. 120 emplois directs ont été créés. Le président chinois Xi Jinping et son homologue russe Vladimir Poutine se rencontrent ce jeudi à Samarkand en Ouzbékistan. Une première depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La dernière fois que les deux hommes sont apparus côte à côte, c'était à Pékin, le 4 février 2022. Vladimir Poutine comme Xi Jinping participent tous les deux au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai qui se tient en Ouzbékistan. Selon le Kremlin, ce sommet vise à empêcher l'expansion de l'influence de l'Occident dans la région asiatique et à trouver des réponses aux défis sécuritaires communs aux pays membres. En Chine, ce jeudi, le typhon Muifa a touché la ville de Shanghai avec des rafales allant jusqu'à 126 km/h. Plus d'1 million de personnes ont dû être évacuées. Il s'agit du typhon le plus violent depuis 1949, dans la ville la plus peuplée de Chine. Pour l'instant, aucun mort ni blessé n'a été déclaré par les autorités chinoises, mais les risques d'inondation ou de dégâts d'habitation obligent la population à se déplacer. Les vols ont été annulés et les portes des lieux touristiques restent fermées. Muifa est le 12e typhon à frapper la Chine en 2022. Parlons maintenant de la crise énergétique en France. La première ministre Elisabeth Borne a présenté hier après-midi l'état de la situation énergétique ainsi que son plan pour réduire la facture des ménages lors d'une conférence de presse. Alors, en plus d'un bouclier tarifaire qui va permettre de limiter à 15% au lieu de 200% la hausse des tarifs du gaz et de l'électricité, il y aura également des chèques énergie allant jusqu'à 200 € qui seront versés d'ici la fin de l'année aux 12 millions de foyers les plus modestes. Plus d'explications sur ce plan avec Mathieu Nicolas. Un moyen de dresser un état des lieux de la production d'énergie en France à l'approche de la saison hivernale. Mercredi, la première ministre Elisabeth Borne a dévoilé le dispositif d'aide de l'État afin d'affronter les pics de consommation cet hiver et la flambée des prix. Elisabeth Borne dit compter sur les Français pour prendre leurs responsabilités et faire preuve de la sobriété nécessaire. Il n'y aura pas de coupure. Nous n'aurions alors pas besoin d'activer le dispositif de rationnement pour les entreprises qui consomment beaucoup de gaz. Le second enseignement
c'est que seules la sobriété et la solidarité européenne nous permettront d'éviter des coupures et des rationnements dans les cas de figure les plus pessimistes, comme un hiver particulièrement froid cumulé à des difficultés d'approvisionnement. Les foyers les plus modestes devraient être épargnés par cette demande de sobriété. Ils seront accompagnés et bénéficieront d'un chèque énergie moyen de 150 €. 12 millions de foyers d'ici la fin de l'année sont concernés. La Première ministre a également annoncé le prolongement du bouclier tarifaire en 2023. Toutefois, il contiendra une hausse limitée à 15% des prix du gaz en janvier 2023 et de 15% des prix de l'électricité en février 2023. 15% au lieu de 120%, c'est l'engagement que nous prenons. L'écart ne sera pas reporté sur les factures des consommateurs en 2024 ou plus tard, il sera pris en charge par l'État. Très concrètement, ces augmentations vont conduire à une hausse moyenne des factures de l'ordre de 25 € par mois pour les ménages qui se chauffent au gaz, au lieu d'environ 200 € par mois. Selon le ministre français de l'économie Bruno Le Maire, toutes ces mesures coûteront 11 millions d'euros pour le bouclier tarifaire et près de 2 millions pour le chèque énergie. Le gouvernement dit dépenser au total 2,2% de son PIB pour protéger les citoyens et les entreprises. Par les mesures annoncées, l'exécutif cherche à rassurer les Français alors que l'hiver s'annonce difficile. En Grande-Bretagne, le cercueil de la reine Elisabeth II est entré mercredi à Westminster Hall. Il sera exposé au public pendant 4 jours avant les funérailles prévues lundi. La salle est ouverte au public 24 heures sur 24 jusqu'à lundi à 6h30 du matin lorsque débuteront les funérailles nationales. Hier après-midi a eu lieu une procession aussi millimétrée qu'une chorégraphie. Elle a emmené le convoi funéraire du palais de Buckingham, où la reine avait passé le plus clair de son temps, jusqu'à Westminster Hall. On écoute un citoyen britannique rencontré sur les lieux. J'étais très conscient que le corps de la reine était là, que c'était le corps de la reine. Je me suis juste imprégné de tout ça. J'ai attendu, je ne me suis pas pressé, je me suis incliné comme je le voulais, aussi longtemps que je le voulais. Et puis j'ai senti que c'était le moment de repartir. Et je l'ai fait. Et j'ai pensé, je ne vais pas regarder en arrière. Le Mali a décidé de faire la promotion des sites touristiques locaux, un projet intitulé le Bamako City Tour, une initiative qui vise essentiellement un public bamakois pour les vacances. En effet, dans sa dynamique de relancer le secteur du tourisme, le ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du tourisme, en partenariat avec les acteurs du secteur, a organisé cette année une série d'activités touristiques sur certains sites et monuments. Reportage de notre correspondant à Bamako. Le top départ de ce Bamako City Tour a été donné devant le Musée national de Bamako par le directeur de l'agence Mali Tourisme en personne. En 5 heures d'horloge, ces visiteurs vont découvrir des sites touristiques emblématiques de Bamako, encore méconnus du grand public. À bord d'un minibus, les touristes, en majorité des locaux, sont transportés dans différents sites d'attraction de la capitale. Premier lieu visité par ce groupe de curieux est le site de Woyo-Wayanko, situé en périphérie de la capitale. Ce site symbolise, selon cet historien qui sert de guide aux visiteurs du jour, la bravoure des résistants africains à la pénétration coloniale française. Depuis Sénégal jusqu'à Kita, toutes les résistances ont été écrasées. Donc, arrivé à Bamako, à la bataille de Woyo-Wayanko, ils ont subi une première défaite pour la première fois de l'histoire de la conquête coloniale française. Bamako City Tour est une initiative du ministère du Tourisme à travers la direction de l'agence du Mali Tourisme. Son objectif, lancer le tourisme local en souffrance depuis 2012 du fait des attaques djihadistes qui touchent le pays. L'objectif, c'est justement de booster le tourisme domestique
permettre à l'ensemble de nos concitoyens de découvrir le riche patrimoine culturel du Mali. Aujourd'hui, Bamako City Tour, c'est un ensemble de dispositifs. Les agences de voyage sont là, les artisans, les promoteurs culturels. Tous contribuent justement à offrir cette expérience inoubliable à la clientèle. L'initiative est saluée par les agences du tourisme qui appellent à une meilleure exploitation du secteur. Quand on prend sur le plan macroéconomique, le tourisme pouvait occuper la première place dans le PIB du Mali. On était en voie pour ça, mais malheureusement les événements sont venus tout chambouler. Pour attirer un grand nombre de Maliens, le gouvernement a subventionné les activités de Bamako City Tour à hauteur de 90%. Une subvention qui permet de réduire des tarifs à payer pour visiter les sites touristiques de la capitale. C'est d'ailleurs ce qui a motivé Aminata Diallo, une Guinéenne. Ça a été plutôt bénéfique parce que surtout sur un tout petit montant, 1000 francs, qui c'est une équivalence de 10 000 francs guinéens ou 11 000 chez nous. Et ça te permet de t'enrichir en termes touristiques. Non seulement j'ai pu visiter ça, et en plus c'est ma toute première fois de monter sur une montagne. Donc ça a été vraiment une belle aventure. Moussa Mara, ancien Premier ministre du Mali, encourage l'initiative en accompagnant des touristes à Dogodouma. Le tourisme, on ne le sait pas encore dans notre pays. Mais les premiers touristes dans un pays, c'est d'abord les habitants du pays. Tous les grands pays qui sont visités dans le monde, ce sont des pays qui sont visités d'abord par leurs ressortissants, avant l'extérieur. En tout, ces touristes locaux qui ont payé chacun 1000 francs, un peu moins de 2 €, ont visité 2 sites en 5 heures de temps. Après le Bamako City Tour, qui est un projet pilote, les autres régions du Mali auront chacune son tour. C'est la fin de ce journal, mais restez avec nous sur Télé Sud. Quant à moi, je vous retrouve dès ce soir pour de nouvelles informations. Excellente journée à tous.